Le sang s'écoulait sur le parquet, tiède contre ma joue, son goût cuivré emplissant ma bouche, mon épaule pendait, inutilisable, chaque inspiration assez vive pour trancher. Dans l'embrasure de la porte se tenait ma sœur Claire, bras croisés, regard indéchiffrable, tandis que les lourdes bottes de Mason s'éloignaient dans le couloir. Elle ne s'est pas agenouillée à mes côtés, elle n'a pas appelé à l'aide. Elle s'est contentée de parler, d'une voix si calme qu'elle semblait répéter « Tu aurais dû signer les papiers, Émilie ». Puis elle est partie. Je suis la capitaine Émilie Cartier, médecin militaire de l'armée française, 34 ans. J'ai soigné des soldats dans des hôpitaux de campagne, sous des tirs de roquettes. J'ai stabilisé mes mains sur des artères déchirées pendant que des hélicoptères vrombissaient au-dessus. J'ai vu des hommes se vider de leur sang dans la poussière du désert et j'ai toujours gardé une voix posée. Mais rien dans ma carrière ne m'avait préparée à voir ma propre sœur assister à mon agression dans ma propre maison. Ces mots, coupant plus profondément que les poings de Mason, n'auraient jamais pu. Cette nuit-là était calme, trop calme, jusqu'à ce que les coups commencent. Pas les coups polis d'une visite familiale, mais des coups furieux. Ceux de quelqu'un convaincu d'avoir le droit de forcer l'entrée. Quand l'encadrement de la porte a cédé, le visage de Mason fut la première chose que je vis. Rouge de colère, la sueur assombrissante le col de sa chemise. La deuxième chose fut Claire, à un demi-pas derrière lui, ne me regardant pas mais balayant l'appartement du regard. Comme si elle s'effaçait déjà de la scène. Je savais pourquoi ils étaient là. La semaine précédente, ils avaient apporté une brochure brillante pour un ranch équestre de 40 hectares près de Toulouse. « C'est notre rêve », avait dit Claire, avec l'enthousiasme d'un enfant parlant de rejoindre le cirque. Tout ce dont ils avaient besoin, disait-il, c'était de ma signature comme garante du prêt. C'était un prêt de 2 millions d'euros, plus de 2 fois mon salaire annuel de base. Et j'avais dit non, pas avec colère, pas avec mépris. Juste non, parce que je savais ce qui arriverait si leur grand projet s'effondrait. Et je ne pouvais pas risquer de perdre ma maison, ma carrière, mon habilitation de sécurité pour le pari de quelqu'un d'autre. Mason ne l'a pas vu ainsi. Pour lui, j'étais une traîtresse à la famille, à la loyauté, à un code implicite qui exigeait que je sacrifie tout pour eux. Ses mains étaient sur moi avant que je puisse reculer, me poussant contre le mur assez fort pour faire trembler le drapeau encadré au-dessus de mon bureau. Mon entraînement me disait de rester calme, d'évaluer les blessures, de trouver une issue. Mon instinct me criait de me battre. Mais quand mes yeux ont croisé ceux de Claire, cherchant la sœur avec qui j'avais partagé des vêtements usagés et des secrets, je n'ai vu qu'une étrangère. Sa phrase flotte encore dans l'air pour moi. Même maintenant, tu aurais dû signer les papiers. Comme si une ligne d'encre aurait pu effacer ce qui se passait à ce moment-là. Comme si mon refus était le crime et les bleus qui fleurissaient sur ma peau n'étaient qu'une punition inévitable. J'avais déjà vu la trahison dans des zones de combat, silencieuse, efficace, définitive. Je n'aurais jamais pensé la voir dans mon propre salon, livrée par la seule personne que je pensais toujours couvrir mes arrières. J'aimerais pouvoir dire que cette nuit est sortie de nulle part, que la violence était une tempête soudaine que je n'avais jamais vue se former. Mais la vérité, c'est que j'observais les nuages s'amonceler depuis des années, discrètement au début, comme une pièce change quand l'air devient trop lourd avant un coup de tonnerre. Claire et moi avons grandi dans une maison où les uniformes pendaient comme une seconde peau et où l'odeur du cirage flottait dans le couloir. Notre père était militaire, notre mère infirmière, le suivant de base en base. Nous avons appris tôt que la discipline et la loyauté n'étaient pas des suggestions, mais des ordres. Je portais ces valeurs comme une armure. Claire, elle, les portait comme un manteau emprunté, qu'elle pouvait retirer quand il devenait trop serré. Quand je suis partie pour ma première mission, Claire avait abandonné l'université. Elle disait que c'était temporaire, juste le temps de trouver ce qu'elle voulait vraiment. Ce qui a suivi, ce furent des années de petits boulots éphémères, serveuse, vendeuse de voitures, gérante d'une boutique pendant quelques mois avant qu'elle ne ferme. J'envoyais des cartes postales du Moyen-Orient. Elle m'envoyait des photos de festivals de musique. Nous étions différentes, mais nous restions sœurs. Du moins, je le pensais. Puis Mason est arrivé. C'était un ancien légionnaire, démobilisé tôt à cause d'une blessure au genou, tout en sourire facile et charme poli lors de notre première rencontre à un barbecue. Mais en dessous, je voyais autre chose. La manière dont sa main s'attardait trop fort sur le bras de Claire quand elle riait. Les corrections quand elle parlait, comme s'il les dictait en temps réel.
J'avais côtoyé assez de soldats pour reconnaître le contrôle quand je le voyais. Ça ne commence rarement par des cris, ça commence par façonner. 1 an plus tard, j'étais aux côtés de Claire comme témoin à son mariage à Toulouse, qui ressemblait à une page de magazine. On orchestrait des centres de table en cristal, du champagne qu'on n'achète pas avec un petit budget. J'ai souri pour les photos, mais intérieurement, je ne pouvais m'empêcher de penser aux factures. L'entreprise de paysagisme de Mason atteignait à peine l'équilibre. Claire ne travaillait pas. Je savais qu'il n'avait pas les économies pour ça. Les appels ont commencé peu après, d'abord pour de petites sommes, puis plus importantes, juste jusqu'au prochain contrat, disait Mason. Je me disais que c'était la famille, que c'était ce qu'on faisait. Mais chaque fois que je disais oui, je sentais une petite fissure dans l'armure que je portais depuis l'école militaire de Saint-Cyr. Je ne le savais pas encore, mais ces fissures allaient laisser entrer la tempête. C'était un mardi soir quand ils sont arrivés. Claire dans une robe de soie que je n'avais jamais vue, Mason dans un costume taillé et qui ne collait pas à l'homme qui vivait habituellement en bottes de travail. Ils ont apporté une bouteille de vin si chère qu'elle méritait son propre garde du corps. Le genre qu'on n'ouvre pas sauf pour faire une démonstration. Ils se sont installés comme pour une visite amicale, mais les yeux de Mason balayaient mon appartement, s'arrêtant sur les médailles, dans une boîte d'exposition au-dessus de mon bureau. Le sourire de Claire était trop éclatant, son rire un demi-ton trop rapide. Puis Mason a sorti une brochure brillante de son attaché case en cuir et l'a glissée sur ma table basse. 40 hectares dans le sud-ouest, des pâturages vallonnés, une arène clôturée de blanc, une grange sortie tout droit d'un décor de film. Ça, a dit Claire en tapotant la page avec un ongle manucuré, c'est notre avenir. Mason s'est penché. Son ton bas et délibéré. Tout ce qu'il nous faut, c'est ta signature pour le prêt. Avec ton dossier, la banque l'approuvera immédiatement. On parle d'un changement de vie. Émilie, je n'avais même pas besoin de lire les petites lignes pour savoir que c'était risqué. Un prêt de 2 millions d'euros. Aucun revenu stable entre eux et un optimisme qui brûle l'argent plus vite qu'un feu dans l'herbe sèche. Je leur ai dit que j'y réfléchirais, ce qui m'a valu exactement 24 heures avant que Mason ne commence à envoyer des rappels par texto. Le lendemain matin, je suis entrée dans le bureau du colonel Martin sur la base. Il était mon mentor depuis ma première mission. Un homme capable de lire un bilan comptable aussi facilement qu'une carte de champ de bataille. Il a parcouru la brochure, sa mâchoire se crispant. « Hors de question !» a-t-il dit. « Si tu signes ça, tu lis ta carrière et ton habilitation de sécurité à leur désastre financier en attente. Ne laisse pas la famille te pousser dans un trou dont tu ne pourras pas sortir. » Quand j'ai annoncé ma réponse à Claire et Mason ce week-end-là, l'atmosphère dans mon salon a changé. Le sourire de Claire a vacillé. Celui de Mason s'est affiné, comme s'il venait de me mettre sur une liste invisible. Il n'a rien dit de direct. Il a juste posé son verre lentement, la base tintant contre le bois, mais la façon dont il m'a regardée, stable, calculatrice, ressemblait à une promesse. Pas celle qu'on tient, celle qu'on vient réclamer. Mason n'a pas perdu de temps à faire semblant que mon nom mettait fin à l'affaire. Les messages ont commencé cette nuit-là. De longs textos rageurs sur la loyauté, sur ce que la famille se doit. Il me rappelait des faveurs que je n'avais jamais demandées. Des dettes qui n'existaient que dans son récit. Entre eux, des appels, d'abord silencieux, puis lourds de respiration, puis sa voix, basse et contrôlée. « Tu fais une erreur que tu ne pourras pas défaire. Capitaine ». L'approche de Claire était plus douce, mais tout aussi tranchante. Elle envoyait de vieilles photos, 2 filles à Saint-Cyr en treillis dépareillées, souriant comme si le monde ne pouvait pas nous atteindre. En pièces jointes, une ligne. On dirait qu'on n'est plus dans la même équipe. Une autre fois, une photo de nous à ma cérémonie de promotion d'officier, son bras passé dans le mien, avec « J'étais là pour toi. Tu ne peux pas faire ça pour moi !» Je fixais l'écran, mon pouce suspendu au-dessus du clavier. Mais je n'ai jamais envoyé les mots que je voulais, sur le choix, les limites et la différence entre amour et levier. 1 semaine plus tard, Mason a franchi une ligne. J'étais de garde à l'hôpital militaire de la base, en train de finaliser un dossier post-opératoire, quand j'ai entendu des voix élevées dans le couloir. 2 gendarmes l'avaient coincé près du bureau d'accueil. Ils brandissaient la même brochure. Comme une preuve de ma trahison, sa voix portait. C'est ma famille. Elle ne peut pas se cacher derrière un uniforme pour ignorer ça. Je ne suis pas sortie. J'ai juste appelé l'officier de service et laissé la procédure s'en charger. Pourtant, les regards de mes collègues m'ont suivi pendant des jours. Puis il y a eu le camion, un pick-up noir, du genre que Mason conduisait.
a commencé à se garer à un demi-pâté de maison de mon appartement. Certaines nuits, il restait là, moteur allumé, phares éteints. D'autres fois, il était juste posé, moteur froide, comme une balise laissée dans ma rue. En rentrant de garde tardive, je ressentais cette piqûre entre mes omoplates, celle que j'avais appris à écouter en zone de guerre. J'ai commencé à tenir un journal, capture d'écran, enregistrement d'appels, photos du camion avec horodatage. J'ai imprimé des copies et les ai remises au sergent-chef Rodriguez, notre sous-officier de sécurité à la base. Il n'a pas scellé. Il a juste dit « On va garder un œil. Et capitaine, ne restez pas seul quand ce n'est pas nécessaire. » C'était un bon conseil, mais même avec l'armée pour couvrir mes arrières, je sentais le cercle se resserrer. Mason n'allait pas disparaître. Il attendait le moment où il pensait que je craquerais. Il était un peu plus de 9 heures quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Claire. J'ai presque laissé sonner, mais quelque chose dans mon instinct m'a dit de répondre. Sa voix était fausse, trop calme, presque répétée. Mason est contrarié. Il veut te parler. Pas de détails, pas d'excuses, juste une constatation, comme si elle lisait la météo. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché. 15 minutes plus tard, les coups ont commencé. Pas un toc-toc. Une attaque à main plate qui faisait gémir les gonds. La voix de Mason a déchiré le bois. Épaisse de fureur, ouvre cette foutue porte, Émilie. J'ai reculé vers la cuisine, téléphone en main, pouce au-dessus du numéro des gendarmes. Mais j'ai hésité. Une part de moi croyait encore qu'en les appelant maintenant, il n'y aurait plus de retour en arrière. Pas avec Claire. Cet instant d'hésitation m'a tout coûté. Le cadre a cédé sous son épaule. La porte s'ouvrant grand. Il était sur moi avant que je puisse reculer. L'odeur de whisky forte dans l'air. Le premier coup est venu vite. Une poussée à main ouverte qui a fait basculer ma tête sur le côté. Puis un poing sur ma joue. Un autre sur mon épaule, me repoussant contre le mur si fort qu'un cadre photo a chuté au sol. La douleur a éclaté en blanc dans ma vision. Et elle était là, Claire, dans l'embrasure, bras croisés, son poids sur une hanche, comme si c'était juste une gêne dans sa soirée. Sa voix était stable, presque ennuyée. Tu aurais dû signer les papiers. Je voulais lui demander comment nous en étions arrivés là, de tresser nos cheveux à l'arrière de la Jeep de papa, à me regarder saigner dans mon propre salon. Mais Mason n'avait pas fini. Il a balayé son bras sur la table basse, en voyant mon ordinateur s'écraser au sol, puis s'est penché si près que je pouvais voir les vaisseaux éclater dans ses yeux. La prochaine fois, a-t-il sifflé. Tu y réfléchiras à 2 fois. Puis il est parti. Claire avec lui. L'encadrement de la porte pendait, déchiqueté. L'air lourd de l'odeur de sueur et de bois brisé, j'ai pressé ma main sur ma joue, sentant l'enflure commencer sous ma peau. Il m'a fallu près de 10 minutes pour atteindre la grille à l'entrée de la base, chaque pas envoyant une décharge dans mon épaule. Les gendarmes n'ont pas posé de questions. Ils n'en avaient pas besoin. J'étais en uniforme, je saignais, et j'avais un nom. Et pour la première fois dans tout ce gâchis, ce n'était pas le mien qu'ils allaient noter. Les gendarmes m'ont conduite directement à l'hôpital militaire, lumière fluorescente, air antiseptique, la pression froide des mains d'une infirmière sur ma joue. Les radios ont confirmé une fracture du zygomatique, des hématomes profonds le long de mon épaule. J'avais vu pire en zone de combat. Mais ces blessures-là n'étaient jamais venues de mon propre sang. Le lendemain matin, la police militaire a pris le relais. L'agent spécial Harris s'est présenté d'une voix qui ne gaspillait pas les mots. Nous traitons cela comme une affaire d'agression fédérale et une possible question de juridiction militaire, a-t-il dit en ouvrant un carnet. Ces questions étaient précises et j'y ai répondu avec la même clarté concise que j'utilisais dans mes rapports de terrain. Mais c'était sa façon d'écouter, comme si chaque pause signifiait quelque chose. Qui me disait qu'il faisait ça depuis longtemps. 2 jours plus tard, Claire a appelé. Pas d'excuses, pas de reconnaissance des bleus qu'elle avait vus de ses propres yeux. Juste, Émilie, abandonne les charges. Tu rends les choses pires pour la famille. Les gens parlent. Papa n'a pas besoin de cette honte. Je n'ai pas haussé la voix, mais je n'ai pas cédé non plus. Ce n'est pas moi qui ai apporté la honte dans cette famille. Avec mon avocate militaire, la capitaine Reeves, nous avons construit le dossier pièce par pièce. Des images de vidéosurveillance du couloir montrant Mason forçant ma porte. La série de textos menaçants, et puis l'agent Harris a trouvé un vieux rapport de police de Bordeaux, où Mason avait été accusé d'avoir agressé une ancienne petite amie. Les charges avaient été abandonnées à l'époque, pas cette fois. Le procès s'est divisé en 2 voies.
le tribunal civil pour l'agression et un conseil de discipline militaire pour conduite sur une installation fédérale. Mason est arrivé en costume repassé, cheveux soigneusement coupés, ses médailles épinglées au revers. Il jouait bien son rôle, voix douce, yeux baissés, le vétéran blessé qui avait laissé sa colère prendre le dessus. Je m'étais préparée au pire, à ce que Claire tienne sa version, gardant les mains de Mason propres aux yeux du jury. Mais le 3e jour, quelque chose a changé. Elle a pris la parole, la voix tremblante au début, puis plus forte. Elle a décrit les coups sur ma porte. Le moment où elle a cédé, le premier coup porté par Mason, chaque mot qu'elle prononçait vidait l'air de la salle. Quand elle a fini, il n'y avait pas de doute. Le jury me regardait différemment, pas comme une sœur alimentant une querelle, mais comme quelqu'un qui avait survécu exactement à ce que j'avais dit. Et Mason, pour la première fois depuis le début, a cessé de sourire. La sentence de Mason est tombée un jeudi après-midi pluvieux, 6 ans de prison fédérale, suivie d'une ordonnance restrictive à vie. La voix du juge était stable, mais définitive, comme un marteau frappant la pierre. Je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin. Le poids que je portais depuis des mois n'avait pas disparu, mais il s'était allégé assez pour que je me tienne un peu plus droite. La guérison physique était mesurée en radio et en test de mobilité. Le reste, les nuits sans sommeil, les sursauts de panique au bruit soudain, a pris plus de temps. L'armée m'a assigné une conseillère spécialisée dans les traumatismes de combat. Mais c'est le groupe des sœurs guerrières qui m'a stabilisée. Des femmes en uniforme, chacune avec sa propre histoire de trahison derrière des portes closes. Nous n'avions pas besoin d'expliquer l'intersection du service et de la survie. Nous savions déjà. Le dépôt de divorce de Claire est arrivé discrètement. Sans fanfare, elle m'a laissé un message vocal un matin. Je suis sortie, et semaines plus tard, elle m'a demandé si je voulais la retrouver pour un café. La conversation était hésitante au début, pleine de mines non dites. Mais c'était un début. Elle était en thérapie maintenant, apprenant à démêler les années que Mason avait tissées en elle. Je n'étais pas prête à pardonner, pas complètement, mais je pouvais voir la sœur dont je me souvenais essayer de refaire surface. J'ai demandé une mutation loin de mes anciens quartiers, vers un rôle de formatrice, enseignant aux médecins de combat comment garder la tête froide dans le chaos. La salle de classe était plus propre que le terrain, mais je gardais les scénarios réalistes. Crous. Je leur disais que les limites ne concernaient pas seulement les soins aux patients, mais la survie, que ce soit en zone de guerre ou dans son propre salon. Certaines nuits, je marchais le long du périmètre des terrains d'entraînement après le départ du dernier cadet, le vin du sud-ouest portant une légère odeur de poussière et de gasoil. Je pensais aux lignes invisibles que nous traçons tous et à la facilité avec laquelle elles peuvent être franchies quand on nous apprend que la famille excuse tout. L'armée m'avait appris la discipline, Mason m'avait appris le coup de laisser quelqu'un d'autre définir votre loyauté. Et quelque part entre ces leçons, j'ai appris que ma vie, ma sécurité, n'était pas négociable, pas pour le sang, pas pour l'histoire, pas pour qui que ce soit. La première fois que je me suis tenue à un pupitre après tout ça, la salle était remplie d'uniformes, certains repassés et décorés, d'autres délavés par des années de service. C'était une conférence sur la violence domestique et l'exploitation financière dans la communauté militaire. Et mon nom était imprimé soigneusement sur le programme, sous les mots « Conférencière invitée ». J'ai raconté mon histoire sans en adoucir les contours. Pas pour sensationnaliser, mais parce que la vérité n'avait pas besoin d'embellissement. J'ai parlé de la facilité avec laquelle la loyauté peut être instrumentalisée, de la manière dont les liens familiaux peuvent devenir des menottes si l'on y prend garde. Des têtes hochées. Certains yeux se baissaient vers le sol. Ils comprenaient. 1 mois plus tard, une lettre est arrivée d'un centre pénitentiaire fédéral. L'écriture de Mason était la même, acérée, contrôlée. Il écrivait qu'il était désolé, que la prison lui avait donné une perspective. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, puis je l'ai mise de côté. Ces mots ne piquaient pas, ne guérissaient pas. Ma guérison n'avait jamais dépendu de ses remords. Claire est venue à la même conférence l'année suivante. Elle s'est assise au fond, mains croisées sur ses genoux, et a écouté. Nous n'avons pas beaucoup parlé après. Juste une étreinte, brève mais stable. Parfois, la réconciliation n'est pas bruyante, c'est simplement l'absence de mal. S'il y a une chose que j'ai tirée de tout cela, c'est que le sang ne vous protège pas et que l'histoire ne vous oblige pas. Dans l'armée, nous nous entraînons à tous les scénarios de menaces possibles. Nous nous préparons à l'ennemi au-delà du fil.
Mais personne ne vous dit comment vous blinder contre quelqu'un qui connaît votre surnom d'enfance, qui s'est assis à côté de vous à table, qui vous appelle famille. Alors, je leur dis, maintenant, tracez vos limites à l'encre, pas au crayon. Cherchez vos alliés sur votre base, dans votre unité, dans la loi. Ne laissez pas l'amour ou son souvenir vous convaincre de risquer votre sécurité ou votre avenir. Nous nous entraînons à défendre une nation, mais parfois, la vraie bataille est de vous défendre contre ceux que vous pensiez ne jamais devoir affronter. Et quand vous gagnez cette bataille, pas avec rage, mais avec détermination, vous portez un honneur différent, un honneur que personne ne peut vous prendre. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais connaître vos pensées dans les commentaires. D'où dans le monde lisez-vous ceci? Partagez votre localisation et vos sentiments. Je lis chaque message. Votre voix compte ici. Et si vous souhaitez lire d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre communauté grandissante.